On passe donc au partage du jour. Et il faut dire que ce matin, on décide d'entrer dans des termes. Ok? Mais des termes quoi? On partage ce matin des termes juridiques. Oh! Des termes juridiques. Et on appelle non seulement la participation de Mrs. Marie-Christelle, mais votre participation à la maison, celle de Mr. The Voice, parce qu'il est vrai qu'il a peut-être les réponses, mais après, donner la réponse comme ça au micro, c'est pas facile. Donc, il va devoir aussi donner son point de vue. Gaël Béga, tu connais où tu dois envoyer tes réactions, ok? Donc, ça va se passer comment? On met un terme juridique, et vous nous dites tout simplement ce que vous comprenez par ce terme, ok? Donc, on commence avec le tout premier de ce matin. François. Tac, tac, tac. Subrogation. Mais putain, c'est dans la loi ou dans le droit? Oui, c'est un terme juridique. Subrogation. Subrogation. Gaël Béga, on attend ta réaction. On va commencer avec Mr. The Voice. Qu'est-ce que toi tu comprends par subrogation? Subroger. Parce qu'après, il peut avoir le temps de lire. Il a subrogé la loi. Romain Peter, tu sais que avant même que ça n'arrive là, j'ai déjà lu. Donc, du coup, quand j'ai vu tes trucs sur le matin, j'ai dit subrogation, je me suis dit, est-ce que c'est un droit? Donc, du coup, moi, j'ai jamais suivi ça. Donc, tu sais, j'ai déjà eu la réponse. Donc, du coup, je peux répondre avec ce que j'ai, mais je vais être honnête. Quand j'ai vu subrogation, je ne savais pas de quoi il s'agissait. D'accord, ouais. J'ai l'impression que ça se lit subrogation. Ouais, exactement. Parce que quand on dit subrogation, ça peut faire qu'on perde un peu le sens. Mais quand on dit subrogation, donc subroger, même si je sais que subroger là, c'est comme si on a... Vous voyez un peu, non? Parce que je vais vous dire, parfois, le français, on joue un peu selon le contexte. On peut te dire que une loi peut-être a été subrogée par le président de la République. Est-ce que ça veut dire que ça a été approuvé ou remplacé ou effacé ou tu vois un peu? C'est en fonction de la phrase que tu peux trouver le mot. Donc subroger, c'est quoi? Bon, je prends un exemple. Je mets dans une phrase. Merci. Le président de la République a subrogé son droit de signature au ministre des Eaux et des Forêts. Ça veut dire que tu as donné la main à quelqu'un. Tu vois, tu lui as donné comme toi. Maintenant, c'est que comme le président de la République a le bras long, il ne peut pas toujours tout faire. Donc, il a délégué son pouvoir concernant l'eau et l'énergie au ministre de ce département-là. D'accord, très bien expliqué, Mrs. Marie-Christelle Bott et notre bro Gaël qui a parlé de remplacement ou substitution, ce qui parle également dans le même contexte. On parle là d'un remplacement ou d'une substitution, ok? Donc, Mrs. Marie-Christelle va nous permettre... transfert des droits d'une personne à une autre, permettant à cette dernière d'exercer les mêmes actions. Donc, clairement, je reviens sur ton exemple. Le président qui a le droit peut-être de prendre des décisions sur les eaux et forêts d'un pays, il ne peut pas forcément tout faire en même temps. Il prend donc quelqu'un à qui il délègue sa signature dans ce domaine-là. Par contre, remplacement, ce n'est pas ça. Oui, parfois aussi. Parfois, dans quel contexte? Je veux m'expliquer. Quand on parle de remplacement, c'est que je peux perdre le pouvoir parce qu'on a remplacé. Du coup, ce qui était à moi, tu l'as déjà. Par contre, quand on parle de subroger, c'est que j'ai toujours le pouvoir là, mais je te donne autorité d'agir en mon nom. Là, je ne suis pas derrière. Je voulais parler sans que tu le finisses. I go for it. Donc, on va pas parler de substitution au remplacement. Gaël, tu as échoué. Ok, comme tu nous fais souvent ici là. Donc, Gaël, tu as échoué. C'est plutôt une, comment dire, délégué. Ok, je délègue mes pouvoirs sur une tâche bien particulière, ce qui fait en sorte que si moi j'avais le droit du oui et du non, je te donne le même droit de dire le oui ou le non sur ce même sujet. Ça fait que sur un sujet, si tu me fais un rapport où tu as dit oui, je vais me dire que c'est moi qui ai dit oui. D'accord. Thank you so much, Mrs. Marie-Christelle. Merci à Gaël pour la participation. On passe donc au deuxième. Mr. The Voice, let's have the second term of this morning. Abus de position dominante. Est-ce un abus de pouvoir? À vous de nous dire. Abus de position dominante. Dans quel contexte? C'est dans un contexte précis. Oui, justement. Justement, c'est que mon mari est colonel. Et j'arrive comme ça là avec ma voiture qui n'a pas l'assurance. Un policier m'arrête. Il me dit, madame, votre assurance. Je lui dis, est-ce que tu as lu la carte grise de
cette voiture. Mais tu es en train de faire un abus. Parce que tout Camerounais devait se conformer à ce que la réglementation en vigueur dit. Mais toi, comme tu as la position d'un mari colonel, tu te dis que tu peux rouler comme ça. Bon, déjà, j'adore ton exemple, mais ce terme est utilisé dans un contexte particulier bien précis. Et on parlait là dans le couloir des affaires. Abus de position dominante dans le pouvoir des affaires. Hey, dans le pouvoir des affaires, ça veut dire que je suis ministre des affaires. Attends, il est fini. Même ton premier exemple part dans le même contexte. Mais c'est que là maintenant, la situation que tu as précisée dans l'exemple, c'est exactement ça. Mais là maintenant, il faut prendre cette situation-là et ramener ça dans le couloir des affaires, le business. Ça veut dire que dans Afrobeat, j'ai plus de part dans Afrobeat que l'afrobeateur. C'est seulement un exemple. C'est dangereux. Tu perds que ton 12h12 comme ça. Ça perd ton 12h12 comme ça. Attention. Dans les affaires. Bon, je sais que je peux te prendre quel exemple? Je prends par exemple la production des allumettes. On peut dire qu'au Cameroun, celle qu'on connaît le plus, c'est le boxeur. Maintenant, imagine que le boxeur utilise sa position pour peut-être contrecarrer les ventes peut-être de Unalor. Bon, je prends l'exemple, je ne sais pas si c'est Unalor qui fait le boxeur, mais c'est qu'il y a aussi les allumettes Unalor. Donc imagine, tu vois, bon, on prend l'explication. Avec l'explication, tu pourras nous en dire plus. Avec l'explication, tu pourras nous en dire plus. Gaël qui n'a rien dit. Exploitation abusive par une entreprise de sa situation de supériorité sur le marché. Voilà. Maintenant, ils exploitent dans quel sens? C'est ça que c'est l'exemple. Je vais prendre un exemple. Peut-être dans la distribution peut-être de boissons, on a les brasseries du Cameroun qui dominent. Maintenant, on a peut-être désormais les boissons. Parce que les SABC, c'est société, des boissons. Plus de... Oui, donc on va passer quoi? Boisson camerounaise. C'est boisson du Cameroun. Voilà, boisson du Cameroun. Donc, boisson du Cameroun dans la distribution des liqueurs et maintenant peut-être a une grande part sur le marché avec 33, Magnan, ceci, cela. Maintenant, Kadji, de son côté, fabrique uniquement la Kadji. C'est un exemple. Fabrique uniquement la Kadji. Mais maintenant, vu que l'autre domine, il commence à dire à l'autre, à une boutique peut-être que comme moi je te livre 5 produits, si tu prends le 1 de l'autre là, je ne te livre plus mes 5 produits. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Baume François? Peut-être. Parce que il fait son marketing, il ne pose pas ses produits dans les pharmacies et il s'avère que des pharmaciens se plaignent déjà du fait ils veulent qu'on arrête la production. Ils veulent qu'on arrête la production ou alors parce que c'est eux qui dominent. Voilà. Abus de position dominante. D'accord. Ils veulent absolument mettre Baume François en pharmacie et décider du montant auquel ils vont le vendre. Sinon, Baume François n'a plus le droit de vendre. Commercialiser. On se comprend un peu. Donc là, c'est like it's kind of terrible. When we bring this term, it's just in terms of enterprises. Maintenant, je pense que l'exemple que tu as pris avec la femme du colonel, c'est tout simplement un abus de pouvoir. Oui, c'est un abus de pouvoir. Next one, troisième de ce matin. Requête civile. Nous l'a dit, éliminer les concurrents sur le marché. Ah oui, c'est que je me suis moqué de toi avoir le temps. D'accord, merci Gaël. Je vois son wombo. Ça veut dire qu'elle a compris que bon, il voulait me bâcher. D'accord, on a compris. Donc, requête civile, qu'est-ce que vous entendez par une requête civile? Quand on fait la requête, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord peut-être de l'information qu'on a reçue et on fait une requête. Pour pouvoir relancer un dossier, pour trouver une solution à notre problème. Maintenant, quand ça devient requête civile, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une entreprise qui s'est sentie abusée et dont maintenant le directeur décide en sa propre personne de faire une requête? Je ne sais pas. Pourquoi tu ramènes ça sur les entreprises? Parce que civil... Civil, là, on parle de toi. De toi, de moi, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une personne qui fait un recours à la justice pour un problème et n'est pas satisfait de la décision de justice et fait une requête pour que l'affaire soit revue, en fait. Totalement d'accord avec toi. Tu vois, je laisse l'entreprise. Dès le départ, tu as bien placé l'explication, mais avec l'entreprise, ça devient un peu compliqué. Parce que quand on parle de civil, c'est plus d'où les citoyens. Justement, c'est que chaque fois que j'ai entendu le terme requête, on s'est arrêté à requête. Donc, quand j'ai vu civil, ça m'a...
D'accord. Et Gaël qui de l'autre côté parle de saisir un tribunal. Exactement, on va prendre la réponse. Demande formulée auprès d'un juge dans le cadre d'un procès civil. Et j'adore beaucoup ce que tu as rajouté parce que quand on fait cette requête, c'est que tu n'es pas d'accord. Ou bien pour toi, il y a anguille sous roche dans la procédure. Oui. Ça veut dire pendant la procédure, tu sens que non. L'avocat de l'autre côté, il est en train de faire ceci. Oui. Tu fais maintenant une requête pour dire que non, la preuve que l'autre va amener, la preuve, ce n'est pas une preuve normale. Ok? On poursuit donc. Quatrième terme de ce matin. J'adore celui-ci. J'adore celui-ci. Contrat, concordat. Hein? Concordat. Maman, tu vois que déjà pour lire même le mot. Hey, concordat préventif. Ça doit être un accord. Entre qui? Salut-moi. C'est un accord entre qui et qui? C'est le qui et qui ici là qui nous intéresse. Et pourquoi? Ça peut être dans le cadre d'un employeur et l'employé. Hein? Est-ce que là-bas c'est le concordat? Non. Ça peut être dans le cadre d'un homme et une femme qui ont divorcé et qui discutent la garde des enfants. Non. Ah! Là alors, concordat préventif, ça veut dire que c'est un accord entre quelqu'un qui était en prison et l'État. Non. Non, là c'est grave. Là c'est grave. Ici on parle d'argent. Ah bon? Ouais, hein? on parle d'argent, on parle de prêt. Ça veut dire qu'on signe quelque part que si tu ne me rembourses pas la totalité de ce qui était prêté, les intérêts montent. Ça, on peut l'appeler aussi une reconnaissance de dette. Parce que dans la reconnaissance de dette, c'est que je te dois. Et maintenant, vu que j'ai dépassé le paiement, je veux te donner ceci ou cela. Tu vois un peu. Ça, on peut caler ça dans la reconnaissance de dette. Celle-ci est particulière. Pourquoi? On prend la lecture. Wow. Let's have the vibe. Elle est particulière parce que c'est un accord entre un débiteur et ses créanciers visant à éviter la faillite. Quand elle dit un accord entre celui qui me doit et moi, la reconnaissance de dette, c'est ça là-bas. Alors, tu vois? Ouais. Entre un créancier et ses débiteurs visant à éviter la faillite. Là, on ne parle pas d'hypothécaire alors. Parce que quand tu hypothèques, c'est que si tu ne réussis pas à rembourser, c'est ça qu'on récupère. Tu vois, tu as expliqué l'hypothèque. Je vais te prendre un exemple. Je peux te faire un prêt de 100 000. Oui. Maintenant, dans la reconnaissance de dette, tu me fais comprendre que les 100 000 là, tu me rembourses à le 31 mai. Mais maintenant, moi, je te fais signer un concordat préventif pour te dire que si avant le 31 mai, moi, j'ai un problème, tu dois me rembourser mon argent. C'est pour éviter la faillite. Aïe, c'est tu vois un peu. Ça veut dire que la date de l'accord principal, c'est le 31 mai. Oui. Maintenant, le concordat préventif me fait comprendre que si... À tout moment, MDO. Voilà, si avant le 31 mai, moi j'ai un problème. Je t'amène les justifications. Parce que là, on parle de termes juridiques. Oui. Ça veut dire, devant la loi, si on a un concordat préventif, je te ramène un document qui prouve que si tu ne me rembourses pas mon argent, moi, ça va cuire. D'accord. Et maintenant, tu es obligé donc de me rembourser mon argent. Sans concordat préventif, j'attends le 31 mai. Oui. Si on a signé le contrat, il y a tant seulement. Ouh là là. C'est ça qu'on dit parfois, genre qu'il faut souvent bien lire les contrats. Parce que dans une reconnaissance de dette, on peut coller à son concordat préventif. Oui, et là, maintenant, tu te retrouves cloué. Parce que concordat préventif, c'est que je peux te prêter, je t'appelle demain matin que rembourse-moi. Tu vois, ça me dit que non, mais c'était le 20, il dit que non. Si tu discutes, on parle en justice. Et quand on parle, tu dis que monsieur, vous devez payer. Merci, Mrs. Marie-Christelle. Important. Ouais, 5e de ce matin. 5e. Résolution pour inexécution. Voilà. D'accord. Résolution pour inexécution. En français, ça se comprend facilement. Parce que l'État va marcher là et voir une maison qui est construite au bord de la route. On impose la croix de Saint-André pour demander peut-être à ce que la personne quitte les lieux ou démolisse sa maison. Et la personne ne le fait pas et un jour l'État vient démolir. Non. Aïe. Non. Une exécution de quoi? Bon, je te donne l'exemple sur la télé. Mrs. Marie-Christelle fait dans la construction, on appelle les BTP, bâtiments et travaux publics. Oui. Maintenant, moi, on signe un contrat dans lequel il est stipulé que tu dois venir faire un jardin chez moi. Tu vois un peu. Maintenant, dans ce processus-là, on peut donc passer par une résolution pour inexécution. Il y a eu quoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce point? Ça, si tu comprends. Ça veut dire que je n'ai pas fini mon contrat avec toi, je n'ai pas fini de construire ou bien de te faire le jardin que tu voulais. Et on annule. Pourquoi?
parce que je ne suis pas satisfaite. Merci, Mrs. Marie-Christelle. Toi, avec ton cerveau, rompre un contrat. Merci, Gaël. Rompre un contrat, mais dans quel contexte, la mémé? Annulation d'un contrat en raison du non-respect par l'une des parties de ses obligations. Je vais prendre un exemple plus facile. Ouais. Généralement, on a des business où on va peut-être mettre une moto dehors et on la met en condition vente. Et en condition vente, on va dire au gars... chaque jour, semaine, tu me verses 3 000 par exemple, ou bien chaque semaine, tu me verses un truc comme 20 000 francs. Et si c'est que 2 jours ou 1 jour pas, tu ne me verses pas, je suis libre de récupérer ma moto. Même si c'est que tu as déjà fait 3 mois en me versant chaque semaine comme prévu. La semaine du mois où tu ne me verses pas, je suis libre de venir te dire non parce que je ne suis pas satisfaite en fonction des termes de notre contrat. Remets-moi ma moto. Donc même si c'était parti pour condition vente et toi tu as déjà travaillé pendant 6 mois et tu sais qu'il ne te reste que 2 mois à verser pour gagner la moto parce que tu as passé 1 semaine sans me faire un versement, je la récupère. Résolution pour inexécution. Il est important de savoir ça. Nous avons dit souvent aux gens qu'il faut connaître ses droits. Parce que quand tu connais tes droits, quand tu maîtrises les termes juridiques, quand tu maîtrises tout ce qui concerne le contrat, tu peux facilement te présenter devant la loi. Maintenant, il est aussi important de rappeler que tous ces termes-ci, tous ces contextes-là, il faut des signatures, il faut des documents, il faut des cachets notariés dessus, il faut des cachets juridiques là-dessus. Il faut authentifier le document. Parce que dans l'exemple de la mémé, j'en beaucoup de personnes m'ont dit que non, on a eu un accord, c'est que je lui ai dit que 3 000 chaque jour. Mais s'il n'y a pas de document, vous ne pouvez pas porter l'affaire devant la justice. C'est ça on dit, même si c'est un contrat, même si c'est un business de 1 000 francs, un contrat est nécessaire. Parce que les affaires d'argent sont délicates. Donc, dans le contexte des 3 000 par jour, allez signer. Bien sûr. Et dans le contexte de 3 000, chacun sait donc ce qu'il doit faire. Et généralement, c'est le genre, vu que la moto t'appartient encore et moi, il te verse 3 000, toi, tu fais peut-être la vidange et tout ceci. S'il y a donc un problème de vidange, parce que là, tu as pour le contexte de celui qui donne la moto. Maintenant, si toi, le motoman, il y a un contexte où c'est celui qui t'a donné la moto qui doit vidanger et il ne le fait pas. Tu as le droit de te présenter devant la justice et demander une résolution pour inexécution. Merci. 6e terme. 6e terme. Demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle. Déjà que j'aime pas les mots avec convention dedans. Parce que ce sont toujours des histoires de signature. Alors une demande reconventionnelle, il faut que tu me situes. Une demande conventionnelle. Bon, si je te donne l'exemple même, ça va beaucoup t'aider, n'est-ce pas? Je pars te porter plainte. Et te porter plainte, non? On vient maintenant, t'arrêtes, on commence la procédure, tout. Maintenant, toi aussi, tu me portes plainte. Pendant que moi, donc, il était d'abord à porter plainte, toi, tu me portes aussi plainte. Ça, on se comprend. Voilà. Donc, je pense que c'est même clairement expliqué. Sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, je ne veux pas rajouter. Donc, j'ai un problème avec quelqu'un à qui je porte plainte. Et pendant que ma plainte est devant les instances, voilà. La personne me porte plainte aussi. Donc nous deux... Voilà, vous avez... Bon, on va prendre la lecture. On va prendre quand même la lecture. Demande formulée par le défendeur contre le demandeur dans le même litige. Ça, c'est la sorcellerie. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que je peux le louer chez toi. Maintenant, il y a peut-être 3 mois d'impayé. Toi, tu pars me porter plainte pour 3 mois d'impayé. Quand moi, je me présente devant la justice, je me rends compte qu'ils ne savent même pas que dans les 3 mois d'impayé que tu dis là, c'est qu'à la base, on avait un contrat dans lequel, s'il y a un problème à la maison, moi, j'arrange. Et maintenant, j'ai pris 3 mois de loyer pour arranger le problème de la maison. Et maintenant, toi, donc je te porte maintenant plainte pour m'avoir porté plainte pour rien. D'accord. Dans le même litige. D'accord. Tu vois un peu. Donc, on gère ta plainte et on gère ma plainte en même temps. Ça veut pas, donc, tout ça, vous devez comprendre que c'est pas comme si la première plainte, on la met de côté. La première plainte peut arriver devant la justice. Et la justice tranche. Et maintenant, comme tu n'as pas envie de venir expliquer de façon verbale simplement que non, en fait, on s'était dit que je te porte aussi plainte parce que tu n'as pas respecté ce qu'on s'est dit dès le départ, raison pour laquelle j'ai agi de la sorte. Voilà. Et maintenant, les gens ont la force pour les problèmes. Dans ce contexte, ça cuit souvent où la justice s'entremêle les pattes, c'est quoi? C'est que je peux venir, maintenant on dit que non, selon la procédure, oh machin, tout, on dit que moi, je dois te payer les 3 mois. Je te paye, non? Et maintenant, quand on poursuit aussi ma procédure, on se rend compte que non, j'avais droit, on te dit que remets son argent.
c'est où on s'entremêle les pattes. C'est pour ça parfois que quand on dit dans le même litige, les deux dossiers sont portés devant le même juge. Il regarde la plainte ici, il regarde la même plainte ici, il joint maintenant et il prend une décision finale. On se comprend. Parce que si après on finit de gérer ma plainte et toi tu peux me porter plainte, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus une demande conventionnelle. C'est différent, c'est une plainte. Maintenant, si c'est dans le même problème et tu me portes plainte pendant que le problème est encore en cours, c'est une demande conventionnelle. Merci. Next one, septième. Septième. Je ne sais pas si ça vient de la Russie ou de quoi. Clause léonine. Clause léonine. Voilà. Une clause léonine. Ouais. Ça, c'est un truc, comment dire, pour t'aider, c'est un truc auquel les artistes font beaucoup face. Ah bon? Ouais. Ils lisent les contrats sans comprendre. C'est que dans le contrat, là, il y a quelque chose. Dans le contrat, là, on est en train de te dire que tout ce que tu fais dehors appartient à ton producteur. Aïe. Et on considère cela comme de... La léonine. Non. On considère cela comme de... L'anac. Ou... De l'anac. Bon, le vice, le banditisme. Il y a un mot là qu'on utilise souvent, qu'on veut dire un de pouvoir. Abus. Merci, Mrs. Marie-Christelle. On prend donc l'explication, M. Kevin, pour permettre à la d'un contrat considéré comme un abus et déséquilibré au profit d'une partie. Vous avez dit beaucoup d'artistes font face à ça. Ça veut dire on signe un contrat. Voilà. Donc on signe un contrat, mais dans ce contrat-là, il y a une clause qui doit t'avantage et c'est un abus. C'est déséquilibré. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Donc tu vas parfois voir il y a un procès, on dit que non, la clause qui avait été signée est une clause léonine. Toi, tu es l'autre, tu ne comprends pas que clause léonine, tu cherches léonine Yaneza, léonine Yaneza. Pourtant, c'est tout ça pour vous faire comprendre que. Et un juge peut passer son jugement basé là-dessus. Il te dit que c'est vrai que le il y a un contrat, mais dans ce contrat, on trouve qu'il y a une clause de léonine. Voilà. Tu vois un peu. Thank you so much, Mrs. Marie-Christelle. Huitième de ce matin. Huitième. Substitution de partie. Il y a souvent le demandeur et qui est l'accusé. C'est sûr donc que tu arrives là-bas devant. On se rend même compte que c'est toi qui as voulu changer de place. Aïe. 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 J'adore ton exemple. Mais c'est vrai, il y a changement de place. Mais ce n'est pas entre l'accusé et l'accusé. C'est entre le témoin qui venait trop dire quelque chose et pendant qu'il parle, on se rend même compte que c'est même lui le bandit. Aïe. On lui donne la Bible, on dit que... Non. Plaide. Non. Substitution de partie, ça veut dire que j'ai un peu fait droit. Et je vois que mon avocat n'est pas en train de vouloir me défendre comme je veux. Je me porte avocat moi-même dans ma propre affaire. Aïe. Mais c'est un passé. Non. On va arriver. Je veux que tu me donnes un exemple. Sur ça, je préfère te donner l'explication. Let's have the explanation, Mr. Kevin. Let's have the explanation. Remplacement d'une partie à un procès par une autre personne. Voilà. Ça veut dire que je fais quelque chose. Ma mère, quand on vient m'arrêter, elle dit qu'en réalité, c'est moi. Laissez ma fille. On arrive là-bas au procès, on voit que non, mais en réalité, la mère, c'est non coupable. C'est sa fille. Ma mère, dont devient maintenant non coupable, on part me porter à la maison et devient la bandite. Aussi. Oui, je peux dire ça. Je peux dire. Oui, ça c'est. Oui, parce que quand on dit remplacement d'un parti par une autre personne, c'est oui, exactement. Voilà l'exemple. Mais maintenant, je préfère placer un exemple où moi, par exemple, toi, tu peux avoir un problème avec quelqu'un. Moi, je peux porter plainte. Tu vois, pour toi. Mais je mets mon nom devant. Ça veut dire que c'est moi qui porte plainte à la personne qui te cause du tort. Maintenant, quand on arrive, on se rend compte que mais il faut que la personne même vienne porter plainte. On t'appelle maintenant. Toi, tu vas maintenant porter plainte contre la personne. Tu comprends un peu. Ça veut dire que... Il n'y a pas d'avaliste là-bas dans les problèmes. Il n'y a pas de représentant. Non. Toi-même, tu viens maintenant porter ton propre problème. Et ça, c'est dans un contexte où on finit par se rendre compte que si c'est moi, on ne peut pas vraiment punir la personne. Mais si la personne est mentalement instable, ça va se passer comment? Parce que si on a fait un abus sur peut-être une folle et elle ne peut se défendre, elle ne peut porter plainte, pourquoi est-ce qu'on ne va pas permettre à quelqu'un de normal d'aller porter plainte à sa place? Le quelqu'un de normal, là, c'est la personne qui a la signature de la responsabilité sur la personne. C'est que nous, dans notre pays, tout est un peu un genre. Normalement, dans un pays, dès qu'une personne devient âgée, dès qu'une personne devient mentalement instable ou une personne naît
bon, né avec une défaillance mentale, Ouais. on donne le droit, comment dire, la garde à une autre personne. Et généralement, je pense, laissez-moi, hein, j'ai vu beaucoup de films là-dessus où Mrs. Marie, c'est toi très bien importante comme tu es là, tu peux me donner le droit de décision sur ta vie. Maintenant, moi, il peut faire tout ce que tu veux, je t'enferme même. Quand il dit t'enferme, il peut dire que non, amenez là, il reste à la maison de retraite et tout et tout et tout. Toi, maintenant, tu dis, mais tu as déjà donné la signature. Et généralement, pour casser cette signature-là, c'est toute une longue procédure. Et c'est très terrible. Donc c'est dans ce qu'on, tu vois un peu. Là maintenant, si moi, lambda, je n'ai pas porté plainte au nom de la folle, on va me dire que non, il faut la personne responsable. Ça ne veut pas dire pas forcément la folle. Mais la personne voilà. qui est chargée de la... Ça veut dire que maintenant, quand on parle de substitution de parti, je parle maintenant chercher la personne qui a la responsabilité sur la folle là. C'est la personne maintenant qui vient me remplacer dans le procès. D'accord. Tu vois un peu. Voilà. Thank you so much. Mais maintenant, ça part aussi pour le même exemple que tu as dit. Parce que comment dire, dans une procédure, il y a l'accuseur et l'accusé. On peut accuser quelqu'un, on vient porter la personne. Quand on amène la personne, c'est même pas la personne. On décide que non, on te met de côté, on ramène maintenant l'autre personne. Parce que c'est la personne qui est responsable de ce juge, tout comme tu parlais de ta mère. Next one. 9e de ce matin. Mandat ad litem. C'est que quand le grec s'infile, soit le grec, soit le... Mandat ad litem. Bon, ça, généralement, c'est simple. Je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre un gros mot là-dessus. Le mandat, c'est quoi? Le mandat, c'est quoi? C'est comment dire? C'est quelque chose qu'on a envoyé. Il y a le mandat présidentiel, il y a tout un peu. Donc, c'est pas... Voilà. Ad litem. Tu vas dans une procédure. Toi, l'accuseur ou l'accusé, il y a quelqu'un à qui tu donnes un mandat. Oui. C'est qui? Ça veut dire la personne qui a été déclarée coupable. Non. Ah bon? Je dis toi, l'accuseur ou l'accusé. Il y a quelqu'un à qui, je confie mon dos. Oh, bon, Gaël qui a trouvé, oui. Il y a quelqu'un à qui tu donnes un mandat. Exactement, Gaël. C'est exactement ça. C'est un truc simple. C'est même pas. Ça, pourquoi ils ont voulu compliquer, c'est avec mandat ad litem. C'est un truc tellement simple. C'est donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Qui? Quand tu pars devant les tribunaux, non, tu as besoin de qui? Donne mon avocat. C'est simple. Donc je lui donne tous les pouvoirs à mon avocat. C'est même pas quand tu as besoin d'un avocat, c'est ça qu'on appelle mandat ad litem. Tu vois un peu. Je te porte plainte. Ouais, bon, on prend la lecture. Pouvoir donner à un avocat pour remplacer un client dans une procédure. Pour représenter. Pour représenter. Tu vois, voilà. Oui. C'est ça que c'est tellement simple. Dès que tu prends un avocat, tu lui as donné un mandat ad litem. Ça veut dire que quand tu portes plainte, tu appelles un avocat qui vient me représenter. Oui, tu lui as donné un mandat. Non, pas que tu n'as pas le temps. Mais Peter, je pense que c'est ce que Marie-Christine dit, tu vois. Donc tu as donné le pouvoir à une personne de te représenter quand tu n'es pas là. Ça veut dire justice, c'est lui doit te représenter quand tu n'es pas là. Parce que tu vois, on a beaucoup de problèmes ici, même avec les influenceuses, les ceci et tout. Quand il y a un souci, elle vous dit que contactez mon avocat. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais se retrouver devant les procès, devant les ceci. Il y a quelqu'un qui est chargé de la représenter. Et cette personne a un mandat ad litem. Oui. D'accord, merci Mr. Le Voice. I go for that too. I go for that too. Merci. Donc, on va dire qu'un mandat ad litem, c'est quand tu donnes à un avocat le droit de te représenter quand toi, tu n'es pas là. Voilà. Thank you so much. Personne n'a le monopole du savoir. 10e de ce matin. Prescription acquisitive. C'est que tu as gagné le terrain. Et que c'est toujours querellé. Et la justice envoie là-bas que... Hey, est-ce que c'est ça? Prescription. Bon, là, nous sommes dans le domaine immobilier. Tu vois qu'elle parle de terrain, non? Prescription acquisitive. Ça veut dire que c'est le document qui fait en sorte qu'on te donne le titre foncier. Aussi, parce que si on part sur la définition, ouais, on peut te donner le titre foncier dans cette procédure. Mais on va t'aider avec l'explication, parce que tu es sur la voie. Acquisition de la propriété d'un bien immobilier par la possession paisible et continue
pendant une certaine durée. Tu vois un peu. Parce que quand tu vas parler de titre foncier, il peut te devoir l'argent. Mais tu prends par une prescription acquisitive. Ça veut dire je te donne le titre foncier de mon terrain parce que je te dois de l'argent. Oui. Et maintenant, pendant que tu as ce titre foncier, tu as le droit de ta faire. part. Tu vois un peu, c'est ta part. C'est une, comment dire, c'est une possession paisible. Donc je ne sommes pas passés par les litiges, machin. Non. Je t'ai donné comme avant, voici le titre foncier, tu es un peu long. Si tu veux, pendant que. Et c'est pour une certaine durée. Oui. Tu vois un peu, maintenant, pendant que tu as le terrain, tu veux faire même le maïs. Tu veux faire ceci, mais sache que c'est pour une période bien Dès définie. que je te rembourse, tu me remets mon titre foncier. Mais ainsi, il y a le maïs qui est déjà en train de pousser, que c'est à la saison. Non, ça arrange, non. Parce que là, ça devient mon maïs. Hein. Oui, non, quand oui. je t'ai remboursé ton argent, Oui. ce qui est sur mon terrain C'est m'appartient. bien, oui, c'est clair. Aïe, aïe, C'est aïe. pas dit quand ça arrange, non. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux, tu dois même 10% quand on va vendre le Non, maïs. mais là, c'est pas- Mike, je pense que le terrain ne doit pas t'appartenir parce que avant qu'il ne rembourse que tu ne rembourses la dette, c'est son investissement qui était sur le terrain. On va demander qu'il il récolte et après il libère le terrain. Non, Il doit c'est d'abord compliqué, hein. récolter. Non, C'est non, compliqué, c'est compliqué, hein. je pense pas. Je pense pas, parce que laissons même l'histoire du maïs, c'est un peu comme si quelqu'un vient, tu lui donnes ton titre foncier pour une période où tu dois chercher l'argent et rembourser, la personne vient conçu dessus. Et maintenant quand tu finis par rembourser l'argent, tu dis que non, il faut d'abord qu'il exploite d'abord. Et quand tu as envie de faire quelque chose, Là, c'est différent. Tu vois, il y a toujours Non, les c'est la même compromis. chose avec le maïs. Il y a hein. toujours les compromis. Tu vois un peu, il y a toujours les J'ai donc dit compromis. qu'on va s'entendre. Ouais. Mais Il y a dans ce toujours un contexte, compromis. si la ça maison et le maïs, m'appartient c'est pas. déjà. Oui, Parce que je lui ai déjà donné son argent. l'argent et le terrain me revient avec tout ce Tout qui est ce qui est dessus. dessus. Si maintenant tu veux faire le Hemleon par justice, tu C'est perds. comme on dit que- Maintenant il faut qu'on s'entende pour que je puisse au moins. C'est Donc comme je te on dit serrerai les que mains. dès que vous êtes mariés, que vous avez signé bien commun, tout ce que vous avez eu pendant Dans le le mariage mariage, vous appartient à à tous deux. les deux. Par contre, ce qu'il y a eu Avant avant le mariage, c'est pour la personne qui avait. Voilà. Maintenant, je te donne mon terrain et c'est pour une période bien définie. Quand je veux récupérer mon terrain, il faut que je le trouve comme je te l'ai remis. Sinon, ce qui est sur mon terrain là m'appartient. M'appartient. Surtout que j'étais remboursé par tout ce dont toi aussi tu avais Voilà, besoin. voilà. Parce que On va devoir beaucoup négocier. quelqu'un peut venir dire par exemple que moi comme tu veux faire la méchanceté, non, moi je racle tout le maïs là, alors il met sur le sol. C'est Justement, mon droit, c'est c'est mon mon terrain. terrain. Parce qu'il y a eu une situation comme ça une fois, c'était au niveau de Fougerolles, où un homme étant marié avec une femme, ils ont, bon ça je sais pas comment vous allez expliquer le problème, mais ils se sont mariés. Je ne sais pas s'ils ont signé bien commun ou bien séparés. Maintenant la femme avait le terrain et l'homme a construit la maison dessus. Là voici maintenant qu'ils se séparent, l'homme fait donc. comment? C'est là maintenant que l'homme est obligé de venir casser la maison. Il a laissé Il a laissé son- il a laissé son terrain.